Tout de suite pour une nouvelle expérience, un nouveau partage d'expérience et d'échanges autour d'un modèle. D'échanges autour d'un orchestre, 56 employés. D'innovation et d'hybridation autour du management en particulier. Exactement. Donc je vous présente quand même Marc Feldman, Oui. administrateur général de l'Orchestre symphonique de Bretagne. Oui. Depuis combien de temps? Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Ça vous plaît? Beaucoup. C'est fatigant, mais ça me plaît. Juste un petit tour sur votre parcours. Auparavant, vous étiez dans quel domaine? J'étais d'abord musicien. Je n'étais pas administrateur, j'étais musicien dans un orchestre. J'étais à l'Orchestre national de Lyon, j'étais à un orchestre aux États-Unis, j'étais au Portugal. Et à un moment donné dans la carrière, je disais que quelque chose ne tournait pas rond dans le monde de la musique. Nos publics se réduisaient. On disait que c'était une musique pour élite et c'était pas de tout ce que j'ai appris quand j'étais étudiant et même plus jeune. Je ne l'ai jamais vécu comme ça et à ce moment-là, je me suis dit que je vais devenir manager et je suis devenu manager d'un orchestre aux États-Unis et maintenant je suis manager de l'Orchestre symphonique de Bretagne. Ça c'est très court. C'est le raccourci. Quand on arrive comme ça, qu'on a une culture américaine et qu'on arrive administrateur général de l'Orchestre symphonique de Bretagne, c'est compliqué. Et vous avez trouvé un orchestre dans quel état, j'ai envie de vous dire, en se parlant franchement? D'accord. D'abord, il y a une chose que j'aimerais bien dire par rapport à la musique. Et je crois que c'est pareil pour n'importe quelle profession. Surtout des professions où on est en contact avec un public. C'est qu'il faut avoir une passion et carrément le foi pour porter une vocation que j'ai eue quand j'étais vraiment jeune, petit. Et après, plus tard, quand j'étais au début de ma carrière, j'ai eu de la chance de travailler avec Leonard Bernstein. Et Leonard Bernstein avait surtout la passion pour porter la musique à toute personne, à tout public. Et donc, j'étais habité par cette idée depuis très longue date. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé quand je suis venu à l'Orchestre symphonique de Bretagne? J'ai trouvé un orchestre qui était très bien, qui avait des experts, des musiciens qui étaient vraiment très très bien dans leur métier, mais qui n'avaient aucun contact avec le public. Ils étaient dans un tour d'ivoire, ils étaient dans un ancien métier très noble qui est là depuis 200 ans. Ils étaient très contents de porter leur patrimoine, seulement ils ont oublié qu'il y a un public et que ce public a évolué depuis des années et qui ne touchait plus le public de même façon qu'il y a 30 ans. Et donc, ils regardaient tout ça sans le voir, persuadés qu'ils étaient les porteurs d'un savoir, et tant pis si les autres le suivaient. Ou ne les suivez pas? Oui, c'est ça. Parce que finalement, les contrats étaient plus trop là au rendez-vous. Exactement, les rendez-vous étaient plus là, les contrats étaient plus là, l'image de l'orchestre dans la presse n'était pas une bonne image de tout. C'était vieillot, poussiéreux, les musiciens étaient ronchons. Oui, ils jouent très bien, mais on n'a pas envie d'aller les écouter parce qu'en fait, ils n'étaient pas généreux. Ils ne partageaient pas, ils étaient élitistes dans leur monde. J'hésite à utiliser ce mot élitiste. Ce mot, pour moi, est quelque chose de très grave. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, c'était génial de faire partie d'une élite. On est sportif, on veut être une élite. On est un chercheur, on veut être élite. On est un musicien, on veut super bien jouer, on est une élite. Et tout d'un coup, pour X raisons, l'élite est devenue élitiste simplement parce qu'on détient un savoir. Donc c'est quoi le problème? Le problème est juste la barrière avec ceux qu'on a envie d'atteindre avec notre savoir. Que si on garde le savoir pour nous et il faut que le public vienne vers nous pour le chercher, on est élitiste. Mais si on va vers le public, si on va pas s'abaisser à leur niveau, on va venir dans ce public, on va écouter ce public et on va dire « Ah, c'est comme ça que je peux emmener ma musique ou mon savoir ». Et c'est ces barrières que j'ai trouvées à l'orchestre. Les barrières étaient énormes
Et donc, je devais trouver un moyen pour ne plus avoir de barrière. Et ce moyen était innovant. Nous allons le voir. Donc Oui. vous êtes arrivé, il y a eu une crise de défiance. On vous a regardé un petit peu comme ça en disant qu'est-ce qu'il veut l'Américain là? Je suis un drôle d'Américain parce que j'ai passé pas mal de temps en France. Et j'étais un instrumentiste dans un orchestre national. Donc déjà, les musiciens, sur quel pied il faut danser avec ce monsieur? Parce qu'on ne peut pas raconter des bobards par rapport à la musique. Et il était un des nôtres il n'y a pas très longtemps. Mais le défaillance était quoi? Et c'est vrai, il faut dire quelque chose par rapport à cette analyse que j'ai faite. J'ai fait cette analyse de loin pour vous dire à tel point l'Internet et de bonne utilisation de l'Internet est important. J'ai pu déceler des États-Unis, dans mon job aux États-Unis, j'ai pu déceler que l'Orchestre de Bretagne, qui était l'Orchestre de Bretagne à l'époque, on a changé de nom, Orchestre symphonique de Bretagne, pour certaines raisons. Qu'est-ce que j'ai pu déceler de loin, de très loin? J'étais en Californie. J'ai pu déceler en quelques clics que l'orchestre était en crise, qu'il n'y avait rien de positif à l'orchestre, que l'orchestre ne représentait pas sa région, etc. Et sur les premières 3, 4, 5 pages, ce que j'ai trouvé sur l'orchestre, je pouvais avoir l'historique total de l'orchestre. Il n'y avait pas un seul article de positif. Le graphisme de l'orchestre était magnifique, très très beau. J'ai vu ça de loin, mais pour moi, la musique, et je crois qu'il y a aussi parmi vos entreprises, parfois dans le graphisme et dans ce qu'on a envie de présenter, si vous êtes dans une entreprise où vous avez quelque chose de humain à apporter à un public et vous avez un graphisme qui n'a rien d'humain dedans et on ne peut pas même voir ce que vous faites par rapport à vos logos et vos graphismes, parfois il y a un décalage. Et là, l'Orchestre Symphonie Bretagne avait un graphisme qui était magnifique, très très beau, avec un vrai artiste de graphisme qui l'a fait. Mais derrière, il y avait Mais il n'y avait aucun contact avec un public. Je ne pouvais pas dire si c'était un orchestre ou autre chose par rapport au graphisme qui était autour. Alors, quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé l'orchestre dans cet état-là, voilà. Avec cette image-là. Vous avez décidé de faire quoi? De le parler avec votre équipe, d'essayer de faire des choses de l'intérieur pour modifier? Il faut dire d'abord, il fallait avoir... Vous deviez gagner votre légitimité aussi. Oui, mais c'était aussi un orchestre qui manquait de vision. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on décelait. Donc, j'avais une vision de l'orchestre, c'était l'orchestre de Bretagne. La première chose que j'avais dit, vous avez un orchestre en Bretagne, mais il n'y avait rien qui représentait le public et la région. Donc, je voulais changer cet orchestre très rapidement en orchestre de Bretagne. Donc, c'était quoi la culture ici? Bien sûr, il y a toute la culture celtique qui est importante, mais il y a une culture de rock, culture de musique actuelle, culture de jazz, mais aussi beaucoup d'autres cultures. Il y a le musée de Pont-Aven, il y a un écrivain, Louis Guillot. Et je me suis dit, comment lier l'orchestre avec la culture en Bretagne que j'ai décelée, pas seulement la culture, mais aussi la culture d'entreprise, quelque chose qui était ancré dans un passé, dans un patrimoine, mais vraiment tourné vers le futur. Ce que j'ai remarqué ici, et c'était remarquable, et j'avais envie de mettre l'orchestre au milieu de tout ça. Donc c'est vrai, j'avais des idées, et je suis allé parler avec mon équipe. J'arrive des États-Unis, donc qu'est-ce que je fais en tant qu'Américain, même si j'ai passé un bon bout de temps ici? J'ai dit à tout le monde, je vais faire un SWOT, les forces et faiblesses, opportunités, tout ça. Je vais voir mon équipe, mon CA, mes musiciens, tout le monde, pour faire un petit plan stratégique entre nous. On va se mettre tout le monde autour de la table. Et j'ai essayé pendant 6 mois. Donc, en tant que manager, je crois que le titre est Management, c'est l'art de tirer des bords. Donc, j'avais un cap là. Je savais que je voulais aller là.
À un moment donné, j'avais un vent d'en face qui était énorme. Donc, il fallait que je dise comment je vais arriver là quand même, parce que c'était important. Donc, j'ai réalisé très vite à l'interne, si je voulais opérer ce changement à l'interne, je vais avoir des difficultés. Donc, bien sûr, on me regardait. Le CA, je vous donne une idée, le CA qui est du ministère de la Culture, de la ville de Rennes, la région, peut-être un mécène. À l'époque, il n'y avait pas de mécène, mais le CA me disait, oui, mais Marc, on a envie de faire ce travail avec vous, mais on n'a pas envie de le faire avec les musiciens présents. Je dis, mais c'est pas comme ça qu'on fait un SWOT et un plan stratégique. Il faut que tout le monde soit autour de la table. Et les musiciens me regardaient, valeurs, est-ce qu'on a des valeurs en jeu de la musique? Et j'ai essayé de dire que c'est quoi la mission de l'orchestre? Mission en jeu de la musique. C'est quoi la vision? Et là, il y a un musicien qui m'a dit, mais Marc, on s'en fiche de la vision globale. C'est quoi ta vision? Tes directeurs dirigent et on va te critiquer. Au moins, c'était Voilà, clair. c'était comme ça. Donc voilà ce que j'ai trouvé après 6 mois. Donc je me suis dit, si je veux arriver là, faut peut-être que je change un peu de tactique ou de direction, et j'avais peut-être d'autres escales à faire. Parfois, l'innovation, il y a quelque chose qui est très important. C'est quoi l'innovation de l'orchestre? Et je crois que parfois, on doit, avec un produit, avec une entreprise, dire vraiment c'est quoi l'innovation que je vais porter. L'innovation, ce n'est pas le changement. L'innovation, ce n'est pas la créativité. L'innovation, c'est vraiment quelque chose qui va faire évoluer quelque chose profondément. Qu'après l'innovation, l'entreprise va être complètement différente. Et on va porter quelque chose. Un peu de changement, oui, on peut changer un logo, on peut changer un tagline, on peut changer notre façon de management, mais est-ce que c'est l'innovation? Ce n'est pas forcément l'innovation parce qu'on est créatif. L'innovation, c'est quelque chose qui va profondément faire évoluer l'entreprise. Donc là, je parle quelques secondes de l'innovation de l'orchestre. Un orchestre symphonique, si je vous demande, vous, c'est quoi votre image d'un orchestre symphonique? Un orchestre symphonique en France, c'est quelque chose qui est divertissant, fun. Est-ce que c'est fun, un orchestre symphonique? Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que si je vous dis 80 personnes habillées en noir, dans des fracs, etc., avec un bonhomme qui dirige devant, est-ce que c'est quelque chose de moderne? Non. Vous voyez, vous avez une image qui est complètement fausse dans l'orchestre symphonique, parce qu'on vous a donné cette image-là. Donc, pour moi, l'innovation, c'est de dire comment change pour notre public l'image de l'orchestre, et en changeant cette image, en ouvrant notre orchestre vers divers publics, on est allé profondément changer l'orchestre. Alors, quels ont été vos alliés finalement? Comment Mes vous avez alliés. fait? Bon, comment j'ai fait? Ça ne fonctionnait pas en interne. Ça ne fonctionnait pas en interne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir tous les lieux, surtout les lieux où l'orchestre n'arrivait plus à vendre un seul concert. À Brest, à Lorient, à Saint-Malo, à Saint-Brieuc, l'orchestre n'a pas mis leurs pieds depuis des années. Et chaque fois, je suis allé, je demandais, est-ce que vous voulez quand même que l'orchestre vienne chez vous? Et ils ont dit non, parce qu'ils sont pas modernes, ils sont un peu ronchons, ils sont vieillots. Et Marc, il n'y a aucun directeur qui est venu nous voir depuis des années. Est-ce que vous, que peut-être que vous êtes dans vos entreprises, est-ce que parfois ça vous rappelle quelque chose? Vous reprenez une entreprise qui vendait quelque chose, qui travaille avec tout le monde, et après on dit, mais Marc, vous êtes le premier directeur qui est venu depuis des années pour parler de ce que vous avez. Donc, mes alliés étaient les autres
scène en Bretagne. Et j'ai dit, écoutez, si je vous amène un concert qui mélange le classique et le jazz avec des très très bons compositeurs. Ok Marc, si tu arrives à faire ça, si tu arrives à faire ça, j'achète. Je l'ai fait. Et j'ai eu quelques contrats acquis parce que j'ai montré que l'orchestre pouvait faire quelque chose de différent. J'ai des employés, s'il y a un programme et un chef d'orchestre, on peut le faire. Ils sont peut-être un peu réticents, mais quand même, on peut le faire. Il n'y avait pas de grève ou quelque chose comme ça. Mais c'est en allant voir mes partenaires à l'extérieur qui commencent à dire, cette innovation-là, Marc, on l'aime. L'innovation que tu fais avec les artistes bretons, on l'aime, donc on achète le concert. Après, j'ai fait le tour de tout le monde, j'ai pu mettre en place une saison. Et je me souviens du premier concert un peu innovant de cette saison. L'innovation était l'ouverture vers tous les autres styles de musique et de culture possibles avec un orchestre. Donc, le premier concert était un concert où le jazz rencontre le classique. Donc, il y avait de la musique classique, il y avait du vrai jazz, il y avait un peu de ce qu'on appelle crossover. Les noms étaient quand même bien. Il y avait des noms comme Brubeck associés à tout ça. Bernstein était associé à tout ça. Donc, il y avait un public. Mais quand mes musiciens et quand les directeurs du lieu ont vu que le public était debout, mais littéralement debout, pour un orchestre symphonique, j'ai un collègue qui regardait ce que je faisais avec un peu de scepticisme, et elle m'a dit, mais Marc, tu as gagné le pari. Donc là, c'est bon. Mais c'était juste les premiers, c'était après 1 an avec l'orchestre. Donc les alliés étaient de l'extérieur. Donc je n'ai pas pu faire ce changement par l'intérieur. Mais j'étais convaincu, je n'allais pas renoncer au cap que j'ai fixé d'être l'orchestre de Bretagne et toucher beaucoup de public. Donc, je devais dire, mais comment je vais arriver là? Et donc, c'est par l'extérieur que je commençais à changer l'intérieur de l'entreprise. Vous m'avez raconté quand même que, quand on a préparé cet échange, que vous avez aussi beaucoup écouté votre équipe et qu'il y a certains projets qui étaient ficelés, qui étaient signés. Vous alliez partir notamment en Asie. Et au dernier moment, parce que l'équipe ne le sentait pas, vous avez dit... Qu'est-ce que vous êtes dit? Avec beaucoup de regrets. Et ça, c'est venu plus tard. Parce qu'au départ, vous y allez un peu en force. C'est-à-dire, il y avait quelque chose. C'est quelque chose d'important aussi. Pendant toute cette période-là, il y a l'écoute de l'équipe. Je savais que je les bousculais. Et donc, parfois, beaucoup dans leurs habitudes de musiciens. Et je peux dire que je vais parler de la semaine qui a commencé avec l'orchestre, parce que c'est une semaine énorme pour un orchestre symphonique qu'on est en train de faire. Et ils sont fatigués, mais j'étais à l'écoute quand même. J'avais ficelé un tournée en Corée du Sud. J'avais quelques mécènes, j'avais l'État derrière, j'avais quelques dates en Corée du Sud qui n'étaient pas tout à fait ficelées comme il faut. J'ai appris après que travailler avec la Corée du Sud était un peu différent que de travailler avec d'autres pays. Et j'aurais pu penser à ça avant, mais parfois on apprend. Et on n'avait pas tous les contrats en main. On n'avait pas les noms des hôtels en main, etc. Et donc on m'a dit, mais Marc, t'en fais pas avec la Corée du Sud, c'est normal, parce qu'ils vont le faire au dernier moment, mais ça va être réglé. Mais mon orchestre, qui avait l'habitude de faire des tournées bien ficelées, tout était sur une feuille de route ficelée, ils ont vu que je ne pouvais pas répondre. Mon CA commençait à être nerveux, mes musiciens étaient nerveux, avec beaucoup de regrets, même si j'ai su que j'aurais pu faire quelque chose en force. À un moment donné, j'ai dit, je fais quelques pas en arrière, je recule, là, j'ai testé les limites de mon orchestre. Et là, j'ai buté sur une limite que même moi, je ne voulais pas tenter de franchir. Donc, on a annulé ce tournée et maintenant, quand je prépare des tournées de l'avenir, ça va être un peu plus dans les règles d'art. Mais ça ne veut pas dire qu'on a renoncé à autre chose. Donc, est-ce que là, vous vous êtes remis en question? Vous vous êtes remis en question à ce moment-là? Constamment. Votre ego en a pris un petit coup peut-être? Ou pas? Parce que finalement, au bout du bout, l'équipe est passée, le bien-être et l'intérêt de l'équipe est passé. Je dirais,
je dirais que ce n'est pas une question d'ego. C'est une question encore de ce cap. Et c'est-à-dire que si excusez-moi si je parle en terminologie marin, c'est resté dans ma tête. Si pour aller là, je vais me fracasser contre quelques rochers, ce n'est pas la peine. Et je sentis que j'allais me fracasser contre ces rochers. Donc là, même si j'étais vraiment, c'était un peu amer, ce n'était pas une question de mon ego. Je dirais que si je renonçais à cette cap, ça serait une question de mon ego. Et peut-être, et là, c'est ce qui est dur pour un directeur d'entreprise ou un directeur d'un orchestre, c'était que quand l'équipe ne veut plus aller à ce cap et qu'on n'arrive pas à aller à ce cap, est-ce qu'on est vraiment là où on devrait être? Si on ne peut pas avoir un choix, alors là, il faut tout revoir. Mais si on a le choix, on peut aussi dire que peut-être c'est le moment de changement. Je suis un Américain. C'est-à-dire que de changer 4 ou 5 ou 6 fois de carrière dans sa vie, c'est angoissant, mais on le fait. C'est le côté américain que je garde. Donc, s'il y a un moment donné que cet orchestre ne voulait plus me suivre pour aller quelque part, c'est le moment que je dirais attention. Mais ce n'est pas le cas encore. C'est loin d'être le cas, même si parfois ça va difficile. mieux quand même. Ça va mieux avec votre équipe. Ah bah ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, même si c'est difficile parfois. Au bout de 5 ans, c'est encore difficile. Bien sûr, bien sûr. Il y a une chose qui est difficile. Je ne sais pas jouer le violon. Je sais jouer le basson un peu parce que j'étais musicien, mais je ne suis pas l'expert. Comment diriger un groupe d'experts, des gens qui sont plus experts que soi? C'est-à-dire que ça, c'est assez difficile parce que je ne vais pas donner des notes ou un coup d'archet ou dire au trompettiste, attention, faut mettre vos lèvres différemment. Donc, il faut que je les inspire sur autre chose. Il faut que je donne des challenges sur autre chose et que je leur laisse leur part de l'expertise. Et il faut que ce que moi je apporte, c'est quelque chose qui va au-delà de leur technicité. Donc, c'est des idées que j'apporte. Maintenant, ça va mieux. On arrive après 5 ans de faire un comité artistique consultatif. C'est-à-dire qu'on a 6 musiciens, le chef d'orchestre et moi, qui décident maintenant ensemble comment on va aller là au niveau de notre musique. Ça a pris 5 ans. Maintenant, je peux le faire. Donc pour moi, l'écoute de son équipe est très, très important. Mais, et je suis désolé si je répète la même chose, il faut avoir une vision de là où on veut y aller. Et après cette vision, moi, je les garde en tête. Je sais ce que j'ai envie pour cet orchestre. Et je suis têtu, mais je peux aller dans beaucoup de directions pour l'avoir. Alors, quelques exemples, illustrations de cette métamorphose là, de l'orchestre quand même. Cette semaine dont vous parlez, oui. Qu'est-ce que fait l'orchestre? Où est-ce qu'il joue et qu'est-ce qu'il joue? Pour qui? Bon, la métamorphose de l'orchestre, c'est vrai que c'est résumé par ce qu'on fait cette semaine. Mais la métamorphose de l'orchestre, c'est sur plusieurs niveaux. La métamorphose directe, la première métamorphose, et ça a pris 2 ans pour le trouver, était encore quelque chose qui a l'air superficiel, mais c'était vachement important. C'est l'image de cet orchestre vers l'extérieur. Il n'y avait pas de photos de musiciens, il n'y avait pas d'humains dedans, donc ça a pris 2 ans. À un moment donné, on a vraiment changé et on a dit qu'on va représenter l'orchestre différemment. Donc, on a trouvé beaucoup de photos de nos musiciens, on a trouvé un autre site web, on a changé tout ce côté lointain pour quelque chose qui était beaucoup plus proche. Les concerts ont changé. On a fait une innovation au niveau de nos concerts. Au lieu d'avoir des concerts dans le milieu classique, qu'est-ce qu'on a? On a une série de concerts. Vous voyez votre plaquette de l'année, votre brochure. Il y a une série de concerts. Si vous n'êtes pas un mélomane, vous ne pouvez pas du tout déceler ce qui se passe. Donc, entre Brahms et Shostakovich et la musique contemporaine, etc., tout est pareil. On feuillette et voilà, on est abonné ou on n'est pas.
Là, j'ai changé d'abord ça. J'ai créé des produits. On avait un orchestre qui était possible d'être souple. Donc, j'ai créé des produits. J'ai créé un produit qui s'appelle l'orchestre se lâche. Donc, c'était tout ce qu'on faisait avec les musiques actuelles, le jazz, le rock, le cinéma, tout ce qui était transversal avec la danse. C'était orchestre se lâche. J'ai créé une autre chose qui s'appelle le projet Taliesin. Donc, ça, c'est le projet avec la musique celtique. Donc, on commençait à faire des concerts avec Darlin Braz. On faisait un peu de travail avec des musiciens classiques, mais venus de l'arc atlantique. Et tous les ans, on avait quelques concerts tournés vers là. Et après, j'ai créé une catégorie qui s'appelait les essentiels. Donc, c'est les essentiels de la musique classique parce que souvent, même dans la musique classique, on vous met des catégories baroques, contemporaines, romantiques. Et donc, si vous aimez le romantique, vous n'allez jamais entendre le baroque. Si vous aimez le baroque, vous n'allez jamais entendre le contemporain. Pour moi, les essentiels de la musique allaient de baroque au contemporain. Et dans nos concerts, on avait toute une panoplie des choses qu'on pouvait découvrir. Nos abonnements sont allés de 1100 à 1700 sur 2 ans. On avait plus de monde dans la salle. Quand je suis arrivé, on devait donner des billets gratuits pour remplir la salle. Maintenant, ce n'était plus le cas parce qu'on a créé des produits pour des différents publics. Alors allez-y, parce que c'est très intéressant ce qui se passe. Produits, les différents produits. Les différents produits cette semaine. Il y a 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 jours, l'orchestre a fait l'avant-première d'un film, un film d'animation. Magnifique. Merci. Vraiment un magnifique film d'animation qui s'appelle Louise en hiver. Ouais. L'orchestre a fait la musique de film. Donc ça, c'est un autre produit. Regardez, souvent, on va à l'étranger maintenant pour enregistrer la musique. Les orchestres en France ont telle mauvaise réputation d'être chers, etc., que maintenant les producteurs préfèrent d'aller en pays de l'Est ou en Angleterre enregistrer. Or, on a dit à un producteur, essayez de faire ça avec nous, on a ce qu'il faut. Et on a trouvé un arrangement financier qui marchait. Donc, il y a quelques jours, on a fait une avant-première d'un film qui est maintenant primé à Ottawa, à Annecy, et ça va sortir nationalement avec mon orchestre dans les génériques du film. Et donc, les musiciens qui regardent ça, ils vont tous leurs noms dans un générique de cinéma. Et c'est un film d'animation breton. Exactement. Produit en Bretagne. C'est produit en Bretagne, 100% produit en Bretagne. On a un peu d'argent de Arte et un peu d'argent de Canada, mais le produit, l'artistique est breton. Donc l'orchestre, voilà quelque chose qu'on va développer. On va revenir vers l'orchestre pour faire de musique de film encore. Donc ça, c'est bien. Samedi, les musiciens sont en train de travailler en instant avec Annie Ebrel, Amon et Martin et d'autres musiciens bretons pour faire un fest-noz symphonique à Yawank. On va le faire aussi à l'Interceltique plus tard cet été. Donc on a fait musique de film. Samedi, c'est Yawank Fest-noz symphonique, une nouvelle musique vraiment, vraiment formidable. On va peut-être avoir des milliers de personnes qui dansent avec nous. Toute la nuit. Et mardi, on a Video Games Live aux Libertés. Donc c'est tout le travail avec la musique de jeux vidéo qui sont comme la musique de film. Il y a des partitions très élaborées. Mais là, c'est un show son, lumière. Ça tourne partout dans le monde. Et la seule autre ville française où Video Games Live se produit est à Rennes. Parce qu'il se produit à Paris, mais jamais en dehors de Paris. Donc on est les premiers à tenter ça en France après Paris. Ça joue à Londres, ça joue à Berlin, ça joue un peu partout. Et nous, mardi soir, on va être aux Libertés avec les jeux vidéo, Video Games Live, devant un public qui est féru de video games, complètement différent de notre public breton, musique de film. Et la semaine d'après, le 30 et le 1er, non, c'est le 28 et 29, on va être au TNB avec une symphonie de Brahms, avec un concerto pour piano de Shostakovich, avec du Rossini, dans un concert dans les règles de l'art classique. Donc de musique de film, de musique de jeux vidéo, de musique celtique en musique classique dans l'espace de 2 semaines. Il n'y a plus qu'à faire les trans. Hein.
Bah, ça, c'est en train de venir. Parce que c'est dans la continuité. C'est dans la continuité. Mais on a créé, l'année prochaine, on sera avec le festival Maintenant. Et on va inviter des compositeurs, ça s'appelle Sea, Sky and City. Pour l'année prochaine, c'est avec des compositeurs électroacoustiques comme Jeff Mills et des compositeurs comme ça. On a fait quelques concerts avec lui il y a quelques années, c'était un tabac, donc on va continuer. Mais voilà l'innovation, et c'est vrai que parfois c'est difficile pour nos employés, nos musiciens, mais quand ils voient tout ce public différent, quand ils voient que nos partenaires publics, parce que nos subventionneurs, quand ils voient que le mécénat a doublé depuis 5 ans, quand ils voient tout ça, ils comprennent que c'est une évolution de leur métier. Et c'est toujours difficile de quelqu'un qui a fait un conservatoire, qui a fait une université, de dire que le métier a quand même évolué, mais il vaut mieux avoir un petit animal qui est souple qu'avoir un dinosaure qui va mourir. Oui. Et donc, c'est toute cette transition-là qui est difficile. Avec une équipe parfois qui a 30 ans de boîte, j'ai envie de dire. C'est compliqué. Il y a certains de notre équipe qui ont 30 ans de boîte. Et bizarrement, ce n'est pas forcément eux le plus difficile. C'est les gens qui ont 15 ans ou 20 ans de boîte, qui se disent qu'ils ont entre 15 ans de tiré, avec ce farfelu peut-être. Mais les jeunes sont tout à fait parfaits dans ce milieu. Donc c'est des gens dans la quarantaine qui vont vivre pleinement cette évolution. Et c'est là où l'écoute est vraiment très, très important. J'ai envie que ces gens soient avec moi. J'ai envie qu'ils comprennent. Donc, ce dialogue est constant. Et encore, tout en disant que je vais aller là, je suis prêt à être souple sur certaines choses. Je ne suis pas souple sur la vision, mais je suis souple de comment on peut y aller. On va arriver. Est-ce que ça vous donne envie de redécouvrir l'orchestre de Bretagne, symphonique de Bretagne? Oui. Il y a plusieurs possibilités. Samedi à Yawank, mardi soir aux Libertés, il reste des places. Après, sur notre site web, vous pouvez aller voir tout ce qu'on fait avec l'orchestre sur le site web. Est-ce que vous avez des réactions, des questions à poser à Marc? Moi, j'admire totalement le parcours que vous avez réalisé en aussi peu de temps. Je me dis, il y a quand même un truc incroyable. Vous avez demandé à des musiciens hyper chevronnés, parce que ce sont forcément tous des pointures, de renoncer à l'acoustique, quelque part, qui est une des recherches qui colle avec le fait de jouer de la musique classique. On demande un confort autour du son, d'une exigence quand même extrêmement qualitative, pour les emmener jouer dans la grande halle du parc des Expos, aux Libertés, où l'acoustique est pourrie quand même. C'est pas ça qu'on va chercher là-bas. Et alors, même si les résultats sont là, puisque visiblement ils sont là et que les musiciens ont compris qu'ils avaient intérêt à aller là-bas, comment vous leur avez fait passer le cap de renoncer à une partie de cette acoustique pour aller à la rencontre de leur public? Il y a plusieurs choses. Parce qu'il y a une chose qui est inéluctable. Ils vivent dans ce monde. Donc, ils savent qu'il faut qu'ils changent. Certains l'acceptent, même s'ils l'acceptent mal. Il y a l'autre chose qui fait... Ça leur travaille quand même. Je vous donne une anecdote qui est intéressante. On a eu un choc de jazz pour un disque. Et justement, on n'était pas forcément dans les meilleures acoustiques. L'orchestre est repris, il est sonorisé, ils n'ont pas l'habitude d'être sonorisés et tout ça. Mais une partition qu'on a fait avec un musicien de jazz qu'on aimait a gagné un choc de jazz parmi tous les disques en France. Et un jour, il y a un musicien qui vient vers moi, mais vraiment très, très sincère. Et là, j'étais vraiment à l'écoute. Et il me dit, Marc, c'est génial pour le jazz, pour le breton. Il y a toujours des gens, les gens sont toujours debout. On a un choc de jazz, c'est génial. Mais nous, on a envie d'un choc de classique. Et je disais, mais ça dépend de vous.
Ça, c'est ce que vous faites au mieux. Moi, je vais vous donner ça. Mais il faut regarder le verre à moitié plein. C'est pas mauvais d'avoir un choc de jazz. C'est pas mauvais que l'image de l'orchestre, l'identité de l'orchestre évolue. Il faut l'accepter parce que c'est sur ça que notre avenir va être bâti. Mais le côté classique, je laisse ça entre vos mains complètement. Donc on est en train, après 5 ans, de travailler dessus. Parce que moi aussi, si je peux avoir un choc de jazz, un choc de classique, un choc de musique de monde, tout avec le même orchestre, là, je dis qu'on aurait vraiment réussi quelque chose. Mais les emmener là, il faut d'abord, et je dirais que n'importe quelle entreprise, quand vous travaillez avec des gens très pointus, il ne faut pas casser leur métier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur faire jouer de la soupe. C'est-à-dire qu'une fois, on a l'artiste, son nom, ça a très très bien marché certains concerts. Vraiment, on jouait un peu partout. Mais l'arrangement n'était pas du tout un challenge pour les musiciens. Donc pour eux, malgré le public, 4000 personnes, 3000 personnes, malgré le succès, pour eux, là, ils n'étaient pas valorisés en tant que musiciens. À Yawang, samedi soir, les partitions sont dures, sont difficiles. Donc même s'ils sont repris par les micros, même si ce n'est pas dans un acoustique, ils ont de quoi mettre sous la main, sous le dent. Et donc, il faut, dans le changement, si vous allez emmener vos équipes vers quelque chose, il faut garder l'idée qu'on utilise leur technique pleinement et qu'on va les pousser plus loin. On a joué avec Ibrahim Malouf. C'était très, très difficile pour les musiciens parce que Ibrahim a demandé à nos musiciens d'oublier les partitions et improviser. Ah ben oui, oui. Et qu'est-ce que Ibrahim a fait? Il a enlevé les pupitres. Il a tout enlevé un jour et il dit, jouez. Il y avait une flûtiste qui jouait quelques notes. Il y avait le contrebassiste qui faisait bloum, 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 bloum. Il a travaillé avec eux 3 mois. Plusieurs séances. Et on est allé à Paris, on a joué au Philharmonique de Paris, on a improvisé les musiciens classiques sans partition. Ibrahim était vraiment content parce qu'ils ont improvisé 13 minutes. Parce qu'il ne les a pas pris pour des idiots. Il a dit, mais vous pouvez arriver, c'était dur. Donc il faut, comment arriver à emmener les musiciens là? Il ne faut jamais les sous-estimer. Il faut toujours donner quelque chose qui est un challenge. Sinon, ils décrochent et ils disent qu'on est en train de faire et de la soupe. Donc c'est comme ça qu'on l'a fait. Et je ne vais pas dire que c'est parfait tout le temps. Parfois, on rate. Et il faut. Là, c'est plus dur pour l'ego. C'est dire que j'ai mis quelque chose sur son pied et merde, c'était pas très bien. Ouais. Une autre réaction, une autre question. Oui. Oui, pardon. Bonjour. En fait, c'est plus une réaction. La manière dont vous présentez les choses. La manière dont vous présentez, en fait, c'est que vous avez pris quelque chose de culturel et vous l'avez présenté comme une entreprise. Voilà. Vous avez été voir les clients, voir la personne qui écoute et le partenaire pour savoir ce qui n'allait pas et rechanger ça tout en valorisant les forces que vous aviez dans votre main. Absolument. Et je trouve la démarche très intéressante. Et en fait, je ne sais pas si ça, c'est vraiment applicable à toutes sortes de cultures ou entreprise, si, mais au niveau culturel, je trouve que c'est ça l'innovation pour moi, c'est appliquer un management d'entreprise sur de la culture. Moi, je pense que si j'avais annoncé que c'était un management d'entreprise sur les musiciens, je serais viré en 6 mois, même par les tutelles. Donc, c'est des principes d'entreprise. J'ai 56 employés. J'ai envie qu'ils aient un emploi demain et après-demain. Et donc, pour moi, j'avais cette idée dans ma tête, et peut-être avec quelques collaborateurs, et quelques mécènes surtout. Je savais aussi que de présenter l'orchestre comme une entreprise, je pouvais peut-être toucher les directeurs d'entreprise pour être mécène de l'orchestre. Et c'est en présentant l'orchestre comme ça
que j'ai pu emmener, on avait 5 mécènes quand je suis venu, maintenant on est à 16. On était à 2% de nos chiffres d'affaires en mécénat, maintenant on est à 5. C'est par ça. Mais j'ai jamais dit à mon équipe que je faisais ça. Mais je pense que ça soit une compagnie de théâtre, une compagnie de danse, un musée ou n'importe quelle entreprise culturelle, qu'on peut prendre certains, je ne vais pas dire la totalité, mais on peut prendre ces idées-là que j'ai appris un peu de monde privé et on peut les appliquer. Si on n'est pas dogmatique, c'est-à-dire que si on est dogmatique, ça ne marcherait jamais. Je voulais faire exactement comme une entreprise aux États-Unis en arrivant. Le SWOT, le visioning, le planning stratégique et tout ça, je voulais le faire exactement, mais j'avais un mur et au lieu de fuir dans l'autre sens, je dis mais comment le faire? Comment y arriver? Donc je pense que c'est possible. Je pense. Et est-ce que justement, il y a des directeurs de structures comme la vôtre ou, Oui. qui sont rapprochés de vous pour vous demander un petit peu comment vous faisiez, comment vous aviez fait parce que... On est en France, non. D'accord. Alors de l'étranger peut-être. En étranger, j'ai mes mentors qui sont à l'étranger. D'accord. C'est-à-dire que j'ai appris dans un fellowship aux États-Unis, dans beaucoup d'orchestres. Donc, quand j'ai un problème, c'est plutôt vers eux que je tourne. En France, on a un problème dans le monde culturel. Ça commence à changer, ce qui est bien. C'est-à-dire que les directeurs, on ne se parle pas, on ne partage pas. On se regarde en concurrence sans cesse. Aux États-Unis, j'ai pu monter avec 7 autres orchestres, un consortium pour faire des commandes de nouvelles œuvres. En France, ça commence juste de dire que est-ce qu'on va partager, et c'est quelque chose de financier, parce qu'on n'arrive pas à faire une commande tout seul, donc on se met à 3 ou 4 orchestres de faire une commande à un compositeur. Mais aux États-Unis, c'est comme ça qu'on travaille depuis longtemps, c'est en collaboration. Et les directeurs sont en réseau et ils partagent leurs peines, ils partagent leurs succès et on n'a pas peur de faire ça. En France, on est un peu... Je suis directeur de mon orchestre, de mon théâtre et... Le coq est notre emblème. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, vous nous donnez envie d'aller vous écouter. En tout cas, personnellement, c'était je trouve ça passionnant ce que vous avez fait. Merci. J'ai vraiment envie. Et j'ai eu la chance de voir Louise en hiver. Oui. Et c'est le film, l'orchestration, toute la musique, c'est à tomber. C'est vraiment très merci émouvant beaucoup. et Il faut venir nous voir en live pour voir oui, ce qu'on fait. Bien sûr. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez été porté comme moi par Marc et par sa trajectoire? Il y a quelque chose de très humain et de très exaltant. Oui. Oui. Moi, je viens de Nantes. Oui. Et donc, René Martin, les Oui. Folles Journées, est-ce qu'il y a des rapports avec l'équipe de René Martin? Est-ce qu'il y aura des Folles Journées à Rennes un jour? Est-ce que... Je crois que je me pèse mes mots. Attention. Hein. Pour les Nantais, Rennes est un tout petit sœur. On a 1000 fois plus de choses par rapport à notre population. On a plus de choses qui se passent à Rennes et aux alentours de Rennes qu'à Nantes. Mais les Rennais, et je dis ça en tant qu'Américain, on a un problème à Rennes. On n'aime pas ce qui est clinquant. On n'aime pas parler de nous. On est très discret. Les Nantais, ils font un tout petit truc et toute la France devrait le savoir. J'aimerais bien que les Rennais soient un peu plus comme les Nantais. Quoi? Oui, déjà, hein, complètement breton. Merci. Je sais que c'est un compliment, c'est très bien. Merci beaucoup, Marc. Merci Je pense qu'on a beaucoup. fait le tour de la question. Merci de nous avoir exposé ce que vous faites. C'est passionnant. Continuez Merci d'avoir beaucoup. cette énergie, de nous faire partager tout ça. Et j'espère pour vous, vous êtes directeur d'entreprise, vous travaillez dans des entreprises, que vous regardez la culture un peu différemment. Et je ne sais pas s'il y a des enseignements dans ce que j'ai fait avec cet orchestre qu'on peut utiliser dans les entreprises. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses en commun
entre le monde d'entreprise et le monde culturel. Et ce qui est intéressant dans des endroits comme Silicon Valley et dans les endroits où les villes qui comptent dans le monde, c'est que le monde créatif de la culture et le monde d'entreprise, il y a des passerelles sans cesse. Et moi, je pense qu'on gagnerait de créer ce genre de passerelle, surtout dans une région comme la Bretagne, où il y a un peu moins de snobisme entre la culture et l'entreprise que dans d'autres régions. Donc, j'espère que ça vous donne envie de venir voir l'orchestre et peut-être à réfléchir comment le monde économique et le monde culturel peut travailler ensemble, mieux travailler ensemble. Merci beaucoup, Marc. Merci. À très bientôt. Merci.